Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés stoïques après le coup de force au Capitole hier soir et les images de ce coup de force qui n'ont qu'à peine fait vaciller les marchés. Wall Street a clôturé en hausse, en tout cas le Dow Jones a terminé hier sur un niveau record. Malgré ces images de coup de force, Donald Trump promet ce matin une transition ordonnée le 20 janvier, alors que le Congrès a pu reprendre ses travaux après plusieurs heures d'interruption dans la nuit, et le Congrès américain qui a fini par valider les résultats de l'élection présidentielle et la victoire de Joe Biden. Voilà ce que retiennent donc au final les marchés après ces heures tumultueuses, des marchés qui retiennent également que Joe Biden pourra profiter d'une majorité courte certes, mais d'une majorité quand même au Sénat, puisque la victoire des deux sénateurs démocrates est en passe d'être confirmée également en Géorgie pour les deux sièges de sénateurs qu'il restait à pourvoir. On a vu des réactions de marché donc, qui ont permis de favoriser l'industrie. Le Dow Jones a terminé en hausse de près de 1,5% quand le Nasdaq lui sous-performait en légère baisse hier. On a vu également le thème de la reflation qui se propageait à travers les taux d'intérêt, puisque le 10 ans américain marque un nouveau plus haut post-pandémie, juste au-delà de 1%. On est monté autour de 1,05, 1,06% pour le taux long américain. Le dollar, lui, était plutôt orienté à la baisse. Et on a vu également les small caps américaines, le Russell 2000, montrer beaucoup de vigueur sur la séance d'hier. En Europe, la journée, la mi-séance est plutôt calme. On est légèrement positif à Paris, notamment grâce à l'envolée de Saint-Gobain. Le groupe a communiqué hier soir sur des ventes au quatrième trimestre qui s'annoncent meilleures que prévues, avec une croissance interne de l'ordre de 6% pour le dernier trimestre de l'année. Le titre Saint-Gobain s'envole actuellement de plus de 6% à Paris. Tendance, mon ami, avec nous chaque jour dans les éditions Bismart. C'est Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct pour le résumé complet de la séance, les infos clés à mi-séance. Tendance à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris. Les investisseurs parisiens se félicitent de la victoire démocrate lors des élections sénatoriales en Géorgie. Les deux sénateurs démocrates élus portent donc à 50 le nombre de sénateurs démocrates, soit exactement le même nombre que de sénateurs républicains. Une égalité parfaite qui confère un léger avantage aux démocrates, puisqu'en cas d'égalité sur un vote, la voix de Kamala Harris, la future vice-présidente des États-Unis, fera la différence. Une légère avance qui laisse également espérer aux investisseurs de nouvelles mesures de relance aux États-Unis. Cette nouvelle victoire du camp démocrate a cependant été vite entachée par l'irruption de nombreux militants pro-Trump au sein du Capitole, alors que se tenaient les discussions parlementaires en vue de la certification de la victoire de Joe Biden. C'est Donald Trump lui-même qui les avait rassemblés devant la Maison-Blanche, où il avait une nouvelle fois déclaré qu'il ne concéderait jamais sa défaite, avant de demander à ses militants de marcher vers le Capitole. Mais une fois arrivés devant, ces derniers ne se sont pas arrêtés là et plusieurs manifestants sont entrés de force au sein de l'institution, menant à de nombreux affrontements avec les forces de l'ordre. Plusieurs personnes ont d'ailleurs été blessées et au moins l'une d'entre elles a succombé à ses blessures en lien directement avec les affrontements. Une situation qui a poussé la maire de la ville à imposer un couvre-feu qui devrait être maintenu jusqu'à l'intronisation de Joe Biden. Les parlementaires ont regagné le Capitole afin de continuer le processus de certification du nouveau président des États-Unis. Europe à présent, l'agence européenne du médicament valide l'utilisation du vaccin développé par Moderna. Celui-ci devrait donc être mis en circulation dans les prochains jours. Et on s'intéresse à présent aux valeurs à la Bourse de Paris. On commence avec Saint-Gobain. Saint-Gobain qui annonce que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait largement dépasser les attentes pour atteindre 10,2 milliards d'euros. Une croissance interne de plus de 6% qui permet à la valeur de prendre la tête du CAC 40 aujourd'hui. L'entreprise fait également état d'un résultat d'exploitation attendu en progression de 20% par rapport à 2019, ainsi que d'une marge d'exploitation qui devrait elle aussi atteindre un niveau record. Veolia annonce de son côté avoir adressé à Suez sa proposition d'OPA afin d'acquérir les 70,1% du capital restant. Veolia qui invite Suez à renouer le dialogue et qui formule de nouvelles propositions pour parvenir à un accord, comme celle de rajouter à l'offre principale en numéraire une offre subsidiaire en titre, ou même d'ajouter une composante internationale à la division eau de Suez qui sera cédée dans le cadre du rapprochement. Si Suez reste farouchement opposé au projet, Veolia espère de son côté
souhaiter finaliser le rapprochement d'ici 9 à 15 mois. Et enfin, Dassault Aviation fait état de son côté d'une baisse de ses commandes et de ses livraisons sur 2020. Le groupe n'a livré que 34 Falcon en 2020 contre 40 en 2019. Il a par ailleurs livré 13 Rafale Export, l'avion construit pour les pays autres que la France, contre 26 l'année dernière. En ce qui concerne ce dernier modèle, le Rafale Export, pas moins de 8 pays seraient cependant intéressés, à l'instar de l'Inde ou de l'Égypte. Lafarge Holcim annonce de son côté racheter la société Firestone Building Products pour un montant de 3,4 milliards de dollars. Et on regarde rapidement ce qu'il se passe du côté des matières premières à la mi-journée. Le pétrole qui s'échange à la mi-journée au-dessus des 54 $ le baril de Brent, tandis que l'once d'or recule légèrement mais reste au-dessus des 1900 $. Sur le marché d'échange, l'euro-dollar, lui, est à la mi-journée au-dessus des 1,2250 $ pour 1 euro. Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et on revient sur l'actualité chaude américaine du moment avec Thomas Koster qui nous rejoint par téléphone, économiste senior chez Pictet Wealth Management à Genève. Bonjour et bienvenue Thomas. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon, je ne sais pas si la démocratie américaine a vraiment tremblé hier. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que les marchés, eux, ont à peine vacillé. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette résilience des marchés face aux coups de force et aux images du coup de force qui ont marqué les esprits au Capitole ? Oui, alors d'abord les images sont en effet très impressionnantes. Cet assaut sur le Capitole. Maintenant, voilà, je pense que les marchés regardent plus la situation de façon un peu plus paisible que les supporters. Enfin, en tout cas, certains supporters de Trump. Notamment, ils regardent le fait que voilà, la majorité au Sénat va basculer dans le camp démocrate, d'une très brève majorité, puisqu'il s'agit d'un 50-50 avec un tie-break cassé par la vice-présidente. Mais voilà, on ouvre la porte quand même à davantage de dépenses budgétaire et donc potentiellement un peu plus de croissance économique. Et donc croissance économique dit potentiellement les marchés actions qui devraient bien performer dans ce sillage de croissance supplémentaire. Oui, on comprend effectivement alors l'idée des marges de manœuvre budgétaires, notamment supplémentaires pour Joe Biden avec le Sénat démocrate. On va y revenir, Thomas, mais je sais qu'on est à la marge de l'économie, mais quand même ces images marquent les esprits. Est-ce que la crise des démocraties occidentales est pas nouvelle, mais est-ce que c'est un épisode et est-ce que le mandat Trump a fragilisé à ce point la démocratie américaine que certains investisseurs étrangers, notamment, qui n'ont pas forcément tous la même expérience de la démocratie qu'aux États-Unis. Tout le monde ne vit pas l'expérience démocratique dans le monde comme on peut le vivre en Europe ou aux États-Unis. Est-ce que ça peut changer quelque chose de la perception que les investisseurs globaux pourraient avoir vis-à-vis des États-Unis, ou est-ce que un mandat Biden, un congrès réconcilié, est-ce que c'est suffisant pour rassurer à ce stade ? Non, je pense qu'en effet, il y a des problèmes structurels dans la démocratie américaine. Donald Trump est quelque part un révélateur de ces failles structurelles, plus qu'un catalyste, j'ai envie de dire, qui révèle les failles sous-jacentes. Un pays qui est extrêmement polarisé. On l'a vu d'ailleurs pendant les élections. La question, c'est est-ce que Joe Biden va réussir à s'attaquer et à finalement à apaiser ce pays. C'est un pays qui a besoin d'apaisement. Or, de ce qu'on peut voir de Joe Biden, il est fort à penser qu'on n'arrivera pas forcément, à mon avis, à apaiser ce pays, en tout cas à vraiment éviter les divisions. Et ça, c'est quand même un point à surveiller. Enfin bref, je pense que c'est plutôt un thème structurel. On voit un pays qui est très divisé déjà entre les campagnes et entre les villes. On voit aussi un pays divisé par les inégalités sociales qui ont beaucoup augmenté ces dernières années, par aussi la désindustrialisation qui est rampante aux États-Unis. Et en plus de ça, vous avez la polarisation politique qui est en plus ravivée par les réseaux sociaux, par les chaînes de télévision qui sont de plus en plus polarisées politiquement. Donc bref, on a l'impression que les Américains vivent dans des mondes différents en fait, et c'est ça le problème. Voilà, encore une fois, la question c'est est-ce que Joe Biden va réussir à résorber tout ça ? Moi je pense que les problèmes sont quelque part si profonds
la figure de Saskia Espada, plus on sait que même le Parti démocrate lui-même est divisé. C'est ça aussi toute l'ironie. Hein. Donc voilà, en effet, il y a des problèmes socio-économiques qui se reflètent dans la sphère politique, à mon avis. Et du point de vue, encore une fois, des investisseurs, Thomas, si le fonctionnement du régime américain est moins optimal aujourd'hui, avec cette polarisation, ces divisions, est-ce que ça peut justifier une prime de risque légère, supplémentaire sur les actifs américains, ou est-ce qu'en relatif, ça reste quand même le pays le plus sûr du monde, pour dire les choses ? En tout cas, c'est le pays le plus profitable du monde. Hein. Il faut quand même garder ça à l'esprit quand on regarde les return on equities, par exemple, quand on regarde les compagnies américaines, c'est les leaders mondiaux. Donc voilà, c'est vrai que vous avez un phénomène social et politique qui en effet, pourrait demander une prime, mais de l'autre côté, vous avez des entreprises américaines qui sont quand même leaders mondiales, qui sont extrêmement rentables et bien plus rentables quand même que leurs pairs européenne. Je rappelle que le Nasdaq, l'année dernière, on a fait plus 40%. Mais pourquoi ça ? C'est parce que ce sont des entreprises qui concrètement sont extrêmement rentables et qui crachent du cash, pour le dire simplement. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une sphère économique qui, elle, est très puissante, et en effet une sphère politico-sociale qui, elle, en effet, pose quand même pas mal de questions. Est-ce que l'un réverbérera sur l'autre ? À un moment, oui, mais j'ai envie de dire c'est plus du structurel. Ouais. Bon, merci beaucoup déjà pour cet éclairage. Thomas, si on revient effectivement alors à la politique économique, qu'est-ce que le sweep démocrate en Géorgie, qu'est-ce que la courte majorité démocrate au Sénat va permettre à Joe Biden ? Qu'est-ce que ça lui permettra ? Qu'est-ce que ça ne lui permettra pas de faire également peut-être, Thomas ? Oui, alors on parle donc d'un Sénat qui est à 50-50 avec un tie-break qui est cassé par la vice-présidente Kamala Harris. C'est quand même, à mon avis, je sais que beaucoup parlent d'un changement de régime total. À mon avis, oui, voilà, on donne un peu plus de marge de manœuvre, mais les marges de manœuvre restent quand même limitées. Alors il y a un endroit où il y aura un peu plus de marge de manœuvre, c'est sur le budgétaire, et notamment on peut s'attendre à, par exemple, en effet, peut-être un nouveau chèque dans un contexte de pandémie, d'ailleurs un contexte de pandémie qui est loin de se calmer. Mais alors voilà, un peu plus, alors on peut dire 500 milliards, peut-être 1000 milliards de dollars supplémentaires. Mais après, quand il s'agit des défis à plus long terme, d'un vrai plan de stimulus d'ailleurs pour préparer l'après-coronavirus, par exemple la transition écologique, etc., je pense que ça va être difficile, point numéro 1. Point numéro 2, sur les hausses d'impôts, les démocrates centristes, tels que John Manchin, qui est de Virginie occidentale, aussi la sénatrice d'Arizona, ces gens-là vont quand même freiner des deux fers avant d'accepter des hausses d'impôts. Donc il y aura quand même tout un travail pour aller faire un consensus des 50 sénateurs démocrates. Ça va être quand même assez compliqué de trouver vraiment des grands consensus, notamment sur des questions comme les hausses d'impôts. Donc bref, il faut s'attendre à un peu plus de croissance économique américaine à cause d'un supplément de stimulus budgétaire. Mais voilà, je ne pense pas que c'est un changement de déficit. Donc, et plus de déficit. Si on n'a pas le côté taxe dans le tax and spend, on aura forcément plus de déficit, Thomas. Oui, tout à fait, mais le déficit américain, on a déjà explosé tous les records. L'an dernier, on est à 17% de PIB, on est plus haut depuis la Seconde Guerre mondiale. J'ai envie de dire un point de ci, un point par là. D'ailleurs, le marché obligataire, le marché obligataire est... Oui, il y a une petite à la marge, mais finalement l'an dernier il a absorbé 17% de PIB sans finalement s'exciter plus que ça. Il y a d'autres priorités en ce moment, effectivement, que celle du déficit. On avait alors, en marge de tout ce dont on vient de discuter, on avait hier une communication de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion d'il y a 3 semaines, la dernière réunion de l'année 2020 en décembre. Thomas, je ne sais pas, est-ce que ces minutes de la Fed nous apprennent quelque chose de nouveau sur la stratégie de politique monétaire ? Alors déjà, les minutes sont tombées en plein pendant l'assaut du Capitole. C'est un peu plus inaperçu que d'habitude, sans doute. Voilà, c'était quand même intéressant. Et les minutes nous disent que la Fed est très attachée à l'assouplissement quantitatif, donc au QE. Elle va continuer les achats d'actifs pendant assez longtemps. Il y avait un consensus d'ailleurs pour garder ces achats d'actifs. Et aussi que quand elle commencera à réduire les achats d'actifs, elle veut le faire comme elle a fait en 2015-2016. C'est-à-dire que quand elle avait commencé à baisser les rythmes d'actifs, elle avait commencé par 10 milliards de dollars seulement. Donc bref, ce que vous dit la Fed, c'est que
on va sur un QE qui va aller perdurer jusqu'en 2023 potentiellement, puisque le temps qu'on le mette qu'on l'arrête, ça sera peut-être 2023, et donc une hausse de taux pas avant 2024-2025. Donc bref, une accommodation très persistante aux États-Unis et des taux finalement qui vont rester bas. Merci beaucoup Thomas pour vos remarques, vos commentaires sur cette situation américaine. Vous êtes avec nous chaque semaine depuis la Suisse, depuis Genève. Thomas Kosterg, économiste senior en charge de suivre les États-Unis pour Pictet Wealth Management. Et on poursuit notre analyse de la situation de marché avec Franklin Pichard à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour, ravi de vous retrouver en ce début d'année 2021. Meilleurs vœux à vous et aux équipes de Kipling Finance. Commentaire de marché quand même, de l'ambiance de marché 2021, la capacité de résilience, de résistance du marché. Oui, on ne va pas dire que la démocratie américaine a failli tomber hier, certainement pas, mais quand même de voir des marchés qui terminent en hausse à Wall Street après des images aussi dingues. Oui, ce sont des termes. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ce sont des termes que vous avez utilisés. On parle de résilience et d'indifférence des marchés. Résilience parce que malgré tout, derrière, on a des fondamentaux et des publications cette semaine qui ont été plutôt très favorables à l'économie américaine. Et puis une sorte d'indifférence parce que les investisseurs et les investisseurs américains ont parié sur un apaisement rapide de cette situation, ce qui s'est révélé être le cas quelques heures après. Donc immédiatement, les investisseurs préfèrent se tourner vers l'avenir et vers les conséquences positives de cette élection, ce qui n'a pas toujours été le cas. Si on reprend et si on retrace il y a quelques semaines... C'est bien de le rappeler. Les investisseurs redoutaient un congrès 100% démocrate. C'était le pire des scénarios. C'était le Biden et la vague bleue, c'était le scénario le moins positif pour les marchés. C'était le scénario le pire et le moins positif parce que dans les bagages et les promesses de Joe Biden, il y avait annulé les réformes fiscales, c'est-à-dire les baisses d'impôts aux entreprises qui avaient été décidées par Trump. Et puis, c'était aussi ce démantèlement à peine voilé de certains secteurs. Et celui qui était particulièrement visé, c'était celui des valeurs technologiques. Et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard si ces deux chambres vont être démocrates pour 4 ans au moins. On va avoir un environnement qui va rester très tendu et très compliqué de savoir comment va réagir Joe Biden dans l'immédiat face à ces promesses. Et ce que les investisseurs américains anticipent, c'est que il est peut-être courageux de ne rien faire avec précipitation et que peut-être ces réformes fiscales et le démantèlement des valeurs technologiques, eh bien, il faudra peut-être le reporter en 2022 et laisser 2021 les choses se stabiliser, la poussière retomber et il y aura peut-être d'autres priorités à court terme. Et les investisseurs prennent ce biais-là aujourd'hui. Et ce qui était le pire des scénarios il y a 2 semaines, 3 semaines, est en train de s'effacer au profit des vertus de ce congrès uni et réuni qui permettra à Joe Biden de mettre en place des plans de relance plutôt massifs. Et c'est ce que les investisseurs voient aujourd'hui. Bon, on verra effectivement les premières décisions, première peut-être décision budgétaire bipartisane au Congrès avec l'administration Biden qui entrera en place à partir du 20 janvier. Je rappelle que Donald Trump a promis ces dernières heures une transition ordonnée le 20 janvier prochain, sans toutefois reconnaître sa défaite. Il ne reconnaîtra jamais sa défaite, nous a-t-il dit, mais la transition sera ordonnée, ce qui conforte les marchés dans le calme et l'apaisement aujourd'hui. Vous avez créé l'acronyme pour 2021 chez Kipling Finance, Franklin, DGRP. Alors ça fait très direction générale d'une administration française, mais c'est un acronyme qui nous donne 4 thèmes d'investissement pour 2021, dividendes, gouvernance, recovery et figital. Exactement. Alors, effectivement, tout comme les années précédentes et les années qui succéderont, on a toujours des écueils qu'on ne prévoit pas à l'avance, mais il faut bien quand même attaquer l'année avec des convictions. On va peut-être commencer par le terme le plus abscon qui est le figital. Ouais. Il a été
ça n'est pas de nous, hein. Il a été rappelé par quelqu'un qui est quand même quelqu'un d'écouté, qu'on apprécie, qui est le PDG de la Fnac Darty. C'est Enrique Martinez qui a fait le bilan de la situation de Fnac Darty et du secteur. Et finalement, on se rend compte que quand on traverse des crises comme celle-ci, ces groupes très mobiles qui ont su et qui avaient déjà anticipé, hein, puisque Fnac Darty, c'est pas d'hier, mais c'est à la fois la vente physique, donc on garde le réseau traditionnel, et puis la vente digitale. Et aujourd'hui, s'appuyer sur ces deux pivots pour construire et sa politique commerciale, marketing, son développement sur les produits, ça c'est quelque chose qu'on va observer. On va regarder ceux qui le font le mieux. Fnac Darty s'en sort pas mal. Si on se souvient, le 1er mars au plus bas, le titre était tombé à 16 €, il en vaut 54 aujourd'hui. Donc il a plus que triplé. Donc on voit que ce discours, parce qu'il ne l'a pas tenu hier seulement, c'est un discours qui est relayé depuis de nombreux mois, on voit que ça plaît aux investisseurs et qu'en plus, la performance était au rendez-vous. L'enjeu, c'est ça, c'est vraiment d'optimiser ce couple entre le réseau physique, qui est toujours utile. On pensait il y a quelques années que le physique allait complètement disparaître. Non, il y a besoin de cet appui physique et en même temps, comment est-ce qu'on le couple avec la distribution digitale? Comment on optimise ce couple-là aujourd'hui? Ça, c'est le nerf de la guerre, vous dites, pour le commerce. Oui, c'est une évolution. Regardez, en 2000, il y avait la bulle Internet. Tout ce qui n'était pas Internet, c'était bon à acheter aux orties. Et finalement, on a raison gardée, on a une crise et on se dit non. Les deux sont bien. On n'achète pas forcément une voiture qu'en visionnant un petit film. On a envie de s'asseoir derrière, etc., etc. Donc, ce sont des méthodes qui vont être intéressantes. Ça, c'est pour le dernier. L'autre, les recoveries. Les recoveries, ça nous intéresse. Ce sont des opportunités. C'est lié à des changements de gouvernance, c'est lié à des accidents momentanément sur des titres, et puis ce sont des situations spéciales. On aime bien Danone. Danone, on pense, et beaucoup disent qu'ils ont eu un parcours compliqué depuis ça a 24 perdu mois. 20-30% en 2020, c'est ça. Donc, Danone, là, il va falloir qu'ils se réinventent un peu, qu'ils bougent les lignes, qu'ils bougent le COMEX. On l'a évoqué il y a quelques semaines. La gouvernance change. Ça peut être le cas d'un Niel qui s'invite chez Unibail-Rodamco. On peut là aussi voir... Il peut se passer quelque chose chez Danone. Après autant de déceptions sur le plan de l'actionnariat, notamment, ça peut provoquer quelque chose. Il peut se passer quelque chose chez Unibail. Après, c'est Danone. Chez Unibail, c'est déjà en cours. C'est déjà en cours. Il peut se passer des choses. Donc, on a des situations comme ça qui nous plaisent. Le réveil du pétrole, on revient peut-être sur des valeurs en retournement. CGG, Ruby, qui a été un des fleurons qu'on a tous beaucoup aimé et qui a beaucoup déçu depuis de nombreux mois. On peut revenir dessus. Et puis, un titre dont on a beaucoup et dont on parle énormément en ce moment, c'est Moderna. Mais Moderna a retracé 50% de sa hausse. Donc revenir sur Moderna actuellement, après le retracement auquel on a assisté, c'est une fenêtre d'entrée qui nous plaît bien. Et puis ceux qui osent, quand vous regardez graphiquement, vous avez un titre qui est Carrefour, qui commence à se réveiller aussi. Et là aussi, un titre qui a traversé du désert pendant de nombreuses années. Là aussi, les investisseurs commencent à regarder. Puis ils ont un patron qui n'est pas un inconnu et qui n'est pas le pire qu'on puisse avoir dans les sociétés. Donc Bompard a parfaitement repris ce groupe et ça peut être l'occasion de se dire on a une recovery et on peut y aller. Allez-y, Franklin. Bien sûr. Et l'autre thème qui est en train de se redévelopper, j'ai presque envie de dire, celui qui est le plus concret, et celui qui offre le plus de visibilité, c'est les dividendes. Les dividendes, c'est... Ce qui est un des fondamentaux de la bourse, quand même. Et on a un peu été privé du gâteau l'année dernière. Donc aujourd'hui, beaucoup de bureaux d'études et de banques mettent en avant cette thématique des dividendes, qui a toujours été une thématique à laquelle on se raccrochait, soit quand ça montait beaucoup, soit quand ça baissait, on se disait... on aura toujours le dividende, ce qui n'a pas toujours été le cas l'année dernière. Non. Mais pour cette année, les investisseurs jouent sur une amélioration des résultats des entreprises qui, certains l'ont déjà dit, vont pouvoir à nouveau distribuer des dividendes. Et comme le marché obligataire, pour le moment, n'est pas tout à fait un puits dans lequel on peut aller pour trouver des dividendes,
les fondamentaux des entreprises, on considère que le pire est derrière nous et que jouer cette thématique dividende avec des cours actuels attrayants, ça offre des rendements qui sont relativement conséquents. Alors, on peut des trouver valeurs entre 5 avec et un rendement 10%, intéressant, et c'est quoi alors C'est 5-10%. On avait encore les AXA, on a encore toutes sortes de titres sur lesquels on a facilement entre 5 et 10%. On pourra les évoquer une prochaine fois. Mais en tout cas, c'est une thématique que nous mettrons en avant en 2021. Thématique forte, le retour des dividendes, effectivement, après différentes suspensions, reports de versements aux actionnaires au cours de l'année 2020. Je voulais qu'on dise un mot de Saint-Gobain aussi, c'est la vedette du jour. Alors, qu'est-ce qui justifie la réaction de marché ? Je crois que le titre a pris un moment 10% au début de la séance. Il a été réservé à la hausse. C'est rare pour Saint-Gobain, hein. C'est une valeur assez... tranquille, généralement, qui ne fait pas beaucoup d'éclat. Et là, effectivement, on a un mouvement, une réaction de marché très, très vive après une communication du groupe hier soir. Oui, une publication mieux qu'attendue, révision en hausse. Effectivement, Saint-Gobain ne nous habitue pas trop à ça. Comme vous le dites, c'est une valeur tranquille, puisqu'à 43 €, c'est le cours de 1998. Ça fait 23 ans. Et il y a 10 ans, ça valait 45 €. Ouais. Donc, franchement, moi, Alors, on va saluer, mais si je regarde Kepler-Chevreux qui a rehaussé, il était temps son objectif de 39 à 45, je crois. Ouais, on est à 42-43 là, c'est ça. Et on est à 42-43, ou Odo qui l'a revu de 45 à 51. Après une hausse comme celle d'aujourd'hui, j'ai un peu peur qu'on soit dans la moyenne des cours depuis 23 ans. Alors, est-ce que ça donne envie d'acheter ? Peut-être, on va attendre d'y voir un peu plus clair. Moi, ce n'est pas un titre que je privilégie dans mes portefeuilles, que ceux qui en ont attendent, voient si ils continuent de profiter des événements. Le titre était tombé à 16 € le 1er mars aussi. Hein. Donc, il s'est bien rattrapé. Mais je considère que le rattrapage sur un Saint-Gobain qui a fait x3 sur ses plus bas mérite davantage que cette annonce de la société pour avoir envie de rentrer sur le titre quand on n'en a pas. Ouais. Vous dites que c'est le même cours qu'il y a 23 ans, c'est ça, Saint-Gobain ? 23 ans. 1er mai 1998, ça valait 43. On est autour de 42-43 € pour le titre Saint-Gobain, avec quand même la meilleure performance du jour sur le marché parisien. Merci beaucoup, Franklin. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart, les marchés européens qui restent plutôt sages à la mi-journée. Le CAC est légèrement positif. Wall Street a terminé en hausse hier, en tout cas le Dow Jones et le S&P 500, des marchés qui reste donc stoïque après l'épisode tumultueux hier pendant plusieurs heures au Capitole américain. Les choses semblent rentrer dans l'ordre et Donald Trump promet aujourd'hui une transition ordonnée le 20 janvier prochain, après que le Congrès a réussi finalement à certifier quand même l'élection présidentielle dans la nuit, et la victoire donc officielle désormais de Joe Biden. On se retrouve ce soir en direct à 18h30 pour Smart Bourse, l'édition du soir sur Bismart.